Donc, je m'appelle David Jaïs, je suis auteur. J'ai publié au début de l'année 2017 un essai intitulé « La guerre civile n'aura pas lieu » aux éditions du Cerf, et j'enseigne également à Sciences Po. Alors, quel est donc ce spectre dont vous parlez et qui hante notre histoire depuis bientôt 5 siècles? Je crois que c'est au fond le double maléfique de toute communauté politique. On le sait depuis qu'il y a des penseurs qui réfléchissent sur ce que c'est que la politique, c'est-à-dire depuis la Grèce antique. Il y a la cité grecque, la police, et puis il y a son double maléfique, la stasis. La stasis, c'est le démon de la division, c'est la force de déliaison qui fracture la société. Et ce que je crois, c'est que l'histoire de toutes les sociétés politiques est traversée par ce fil rouge, celui de cet affrontement entre le principe d'organisation et d'unité du corps politique et les forces centrifuges de fragmentation qui sont à l'œuvre dans la société et qu'on pourrait appeler la guerre civile ou le dissentiment. Cette guerre civile, vous imaginez qu'elle ne se produise pas, elle ne se produira pas, mais il faut la comprendre, c'est ce que vous dites? Absolument, c'est-à-dire que c'est une force, c'est-à-dire une puissance qui est à l'œuvre dans la société, parce que dans toute société, si on privilégie une approche matérialiste, axée sur les rapports de force, il y a des oppositions et il y a des affrontements. L'enjeu d'une bonne politique, ce n'est pas de faire le silence sur ces affrontements, parce que faire le silence sur ces affrontements signifierait l'éradication, signifierait les réduire à néant. C'est plutôt les canaliser et permettre leur expression dans des institutions pacifiées. Ça peut être les formes du conflit social telles qu'on les connaît depuis le XIXe siècle, la grève, la manifestation, qui s'exercent dans le cadre de liberté et qui sont encadrées par la loi. Dès lors que l'État ou les pouvoirs publics ne sont plus capables de permettre une expression canalisée des affrontements et des forces de fragmentation qui existent dans la société, eh bien, il y a une éruption de violence qui déborde le cadre institutionnel légitime de l'État et qui peut mener effectivement à des affrontements intestins d'une violence insoupçonnable. Mais la guerre civile purement symbolique ou politique, sans basculement dans la violence, est-elle possible? Je ne parlerai pas de guerre civile à propos de ce qu'on a appelé aux États-Unis, par exemple, les guerres culturelles, c'est-à-dire des affrontements sémantiques extrêmement forts et qui témoignent d'un clivage profond à l'intérieur d'une société autour de symboles, de valeurs et de visions du monde. Et ça, c'est vrai qu'on a, notamment dans les sociétés occidentales, le creusement d'un fossé d'incompréhension sur un certain nombre de sujets, notamment ce qu'on appelle les sujets sociétaux, l'avortement, la PMA. On l'a vu aux États-Unis récemment et on le voit aussi en France. Pensez à la manif pour tous au moment de la loi sur le mariage homosexuel. Alors, dans votre livre, vous appelez à repenser la Méditerranée. En lui redonnant, dites-vous, une unité, on peut arriver à dépasser ensemble les fléaux qui nous accablent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que la France a un lien très ancien avec la Méditerranée, un lien à la fois culturel, puisqu'il s'agit de l'espace latin, qui a très vite été mêlé et métissé avec le monde arabo-musulman, même si les échanges ont aussi été des confrontations, je pense à la colonisation par exemple, mais il y a un lien très fort. Et puis il ne faut pas oublier qu'en France, des millions de nos concitoyens ont un lien direct avec la rive sud de la Méditerranée, qu'il s'agisse d'immigrés ou d'enfants d'immigrés, d'anciens pieds noirs, de juifs séfarades. Et au fond, cette culture-là, nous la portons en nous, mais nous ne l'exprimons pas suffisamment. Et quand on voit qu'un certain nombre des terroristes qui ont frappé la France depuis 2012 sont parfois des enfants issus de la deuxième génération de l'immigration et maghrébine, eh bien, on ne peut que penser que la reconstitution, au fond, d'un espace culturel et d'un espace politique intégré méditerranéen permettrait peut-être d'améliorer les coopérations entre ces pays et de créer des liens et de repenser un peu cet espace partagé qui, aujourd'hui, est trop un espace de conflit et pas assez un espace de cohésion. Une dernière question sur la question religieuse, puisqu'elle est évidemment très présente dans ce livre. Vous dites qu'il est temps que les Français acceptent l'islam de France comme un fait social total et arrêtent de le voir comme un corps étranger. Comment va-t-on y arriver? C'est un des grands sujets de politique publique qui nous attend. Et je pense qu'il est de la responsabilité de nos gouvernants de s'emparer de ce sujet. L'islam est un fait social extrêmement important en France, comme le christianisme, comme l'athéisme. Et je crois que les Français le voient encore trop comme un corps étranger, hostile qui plus est. C'est souvent dopé par une rhétorique qui jette de l'huile sur le feu. Et il est très important de construire, au fond, des espaces de dialogue dans le respect de la laïcité, puisque l'enjeu n'est pas
évidemment de mêler la puissance publique à la question du dogme ou à la question de la production religieuse à proprement parler, mais il est très important de construire des espaces de dialogue culturels et pas cultuels qui permettent aux Français de mieux s'approprier ce fait de civilisation et ce fait culturel qu'est l'islam, qui occupe aujourd'hui, compte tenu du fait qu'un grand nombre de nos concitoyens sont issus de cette matrice culturelle, à défaut d'être cultuelle, une composante très importante de la société et de la culture française aujourd'hui.